Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jay's Coding consacré au site web de jaysgaming.fr. Donc du coup, on en était qu'on avait généré le site web, donc j'avais un peu... Attends, ça a pris à peu près 5-10 minutes, même pas, hein, ça a été assez rapide. Si vous avez de temps en temps un peu des erreurs qui s'affichent, ne vous inquiétez pas, ça arrive, c'est... Du moment que vous arrivez à la fin comme ça, qu'il y a plein de messages comme ça, c'est que c'est bon en gros. Donc maintenant on va revenir dans WebStorm. Donc je vais rapidement vous présenter WebStorm. WebStorm, c'est ce qu'on appelle un IDE. Qu'est-ce que c'est qu'un IDE pour les novices? Un IDE, c'est un... merde, pourquoi je suis connecté avec Jay's Gaming? Bon, c'est pas grave. Un IDE, c'est ce qu'on appelle un Integrated Development Environment. C'est un environnement de développement intégré. Donc c'est un outil qui vous permet de vous aider lorsque vous développez des programmes informatiques. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez là, avec le zoom là, quand le mec tape CLO, ben vous avez des suggestions en gros de bout de code, et ça c'est ce qu'on appelle de l'aide à la saisie, ce genre de choses. Vous avez énormément d'autres fonctionnalités, il n'y a pas que ça. Mais puisque du code informatique, vous pouvez le faire avec Notepad, le truc de base, vous savez, le bloc-notes. Mais c'est rapidement insupportable. Vous pouvez, et voilà, donc un IDE, c'est génial. Donc pour faire du développement web, vous avez plusieurs IDE qui existent. Vous avez ce qu'on appelle Brackets, qui est gratuit, qui a été développé par Adobe, je crois, à l'origine. Vous avez Sublime Text aussi. Vous avez aussi Eclipse, mais c'est plus orienté Java, bien que ça puisse faire du développement web. On trouve des trucs bizarres quand on tape Brackets, dites-moi. Donc voilà, apparemment Sublime Text, qui est gratuit aussi, est absolument génial. J'ai beaucoup d'amis qui l'utilisent. Il permet de faire des trucs géniaux. Regardez comment il modifie tout d'un coup. J'avoue que c'est assez sympa ce genre de choses. Mais le truc c'est que Sublime Text est vraiment orienté sur n'importe quel type de langage informatique. Donc ça peut vite fait devenir un peu le bordel, et je suis pas certain qu'il soit entièrement gratuit. Je crois qu'il y a une partie gratuite, vous voyez, il y a une partie gratuite, une partie payante. Bracket c'est entièrement gratuit, donc si jamais vous pouvez l'utiliser, bien que personnellement je le trouve pas encore assez stable, parce qu'il y a beaucoup de mises à jour assez régulièrement. Faut savoir une chose, c'est que Bracket c'est du Node.js. C'est Node.js et c'est du développement, c'est des technologies web derrière. C'est marrant à savoir que vous êtes en train de développer un site web avec un truc fait avec les mêmes outils que ce que vous développez en fait. Et WebStorm est à mes yeux, après chacun ses goûts hein, sur ce genre de choses, mais est à mes yeux vraiment le truc qui s'intègre le mieux. Vous voyez hein, dans tous les trucs, il y a Node.js notamment, CoffeeScript, enfin il est vraiment super. Depuis que je me suis acheté une version, je me régale. Donc vous pouvez le télécharger, vous allez avoir 30 jours d'essai gratuit, et après par contre il faudra l'acheter, voilà, malheureusement. Et après JetBrains fait encore pas mal d'autres choses. IntelliJ IDEA c'est leur système de base qui permet de faire du développement Java, ce genre de choses. Vous avez WebStorm, vous avez aussi PHP Storm qui permet plus de travailler avec du PHP. D'ailleurs je suis un peu déçu que les deux soient pas complètement intégrés, ça devrait être le cas, mais bon tant pis. Voilà, bon vous voyez beaucoup de choses, mais bon WebStorm c'est bien. C'est génial. Donc nous avons généré notre projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dire à WebStorm de créer un nouveau projet à partir de fichiers existants. On va juste lui dire ça permet en fait d'intégrer un serveur web directement dans WebStorm. Nous on n'en a pas besoin. Ici on n'est pas dans un serveur web standard ni rien. Du coup il n'y a pas de web serveur, et toutes les fichiers sources sont dans un dossier local, parce que ça permet en gros d'aller vous connecter à un autre à distance et de modifier le truc à distance. Donc si vous avez un site web classique on va dire, et vous êtes capable de vous connecter à votre site web en FTP, bah vous faites ça, et en gros bah ça va vous synchroniser les trucs à distance et tout. Donc c'est vraiment super bien foutu hein, je vous le conseille. Mais nous on va développer en local, donc on prend cette option là. Là on doit trouver l'endroit où ça a été fait. Donc il me semble que j'étais dans D2, non j'étais dans Z. Donc z2.dev workspace Jay's Gaming. Là je dis que c'est le root, c'est-à-dire la source du projet. On va laisser là comme ça, je pense qu'il va après découvrir par lui-même. Donc là ce sont les dossiers qui ont été créés par notre système. Si on clique sur Finish, on va lui dire dans cette fenêtre, on peut fermer l'ancien et on n'a plus besoin. Et voilà, notre projet est ouvert, donc on va pouvoir l'explorer un petit peu. Donc à la racine du projet, vous avez un fichier extrêmement important qui s'appelle le package.json. Ça, alors attendez. Plateforme et plugin update, dismiss, ok. Donc ça c'est en gros ce qui définit votre application d'un point de vue Node.js.
Donc en gros, vous avez donc le nom de votre application, vous avez sa version. Donc si vous vouliez le pusher sur un repository de NPM, pour que les gens puissent installer votre module comme ils le feraient en faisant NPM, si on faisait NPM install Jace Gaming, bah, ça marcherait quoi. Mais nous on va pas le mettre sur un repository NPM, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Mais bon, c'est toujours bien, enfin ce truc là est utilisé par NPM pour gérer votre projet d'un point de vue Node.js. Donc du coup, on dit que le fichier main c'est server/app.js, donc en gros, si on devait lancer cette application avec Node.js, ça exécuterait ce fichier là. Voilà, donc si vous savez pas par où commencer, commencez par ici. Ensuite, ça vous indique les dépendances, c'est ça, ces dépendances-là, c'est les librairies dont a besoin votre serveur pour fonctionner. Et ici, vous avez les dev dependencies, donc ça, ce sont les dépendances qu'ont besoin votre projet pour fonctionner en mode développement. Vous voyez? Donc ça, c'est votre application, lorsqu'elle sera déployée sur votre serveur, il y aura ça d'intégré à l'intérieur. Ça, par contre, ça ne sera pas intégré à l'intérieur. Ça, il n'y a pas besoin. Ça, il y en a besoin uniquement pour le développement de l'application. Pour vous montrer, vous voyez, tous les trucs Grunt, c'est ce qui est utilisé par Grunt pour gérer le projet. Vous avez des trucs Karma, ça c'est pour faire des tests unitaires, ce genre de choses. Et ensuite, voilà, ça indique quelle version de Node.js il faut. Ça exécute des scripts, comment le démarrer, vous faites node server/1, update WebDriver, donc ça je sais pas trop exactement ce que c'est. Et est-ce que c'est privé? Oui. Donc voilà. Ensuite, vous avez Protractor, ça permet de définir des campagnes de tests en fait, donc ça va pas nous intéresser pour le moment. Pareil pour Karma, c'est pour faire des tests unitaires sur la partie web. Donc ne vous intéressez pas dessus pour le moment. Le Gruntfile, ça c'est ce qui est défini par rapport à votre application qui vous a été générée par Io. Et en fait, avec WebStorm, ce qui est génial, c'est que Grunt est intégré, vous cliquez là, et il lit le Gruntfile et ça vous indique les tâches qui sont disponibles. Donc on peut lancer Grunt test si on veut, ce qui va exécuter tous les tests qui sont dans le projet et qui va nous renvoyer des erreurs si les tests ne sont pas passés. Donc si on voulait faire les choses proprement, il faudrait qu'on fasse plein de tests. Vous avez Server et Serve qui font la même chose, en fait, qui vous mettent votre projet en mode développement, donc on verra ça dès qu'on démarrera le développement. Vous avez Build qui permet de générer en fait dans un dossier dist qui sera mis à la racine, donc qui sera mis à côté de client ici, votre projet tel qu'il sera compilé. Après vous avez le default qui balance JSIN, test et build, en gros qui fait, si vous faites juste grunt dessus, en gros ça va faire, ça va linter, ce qu'on appelle linter vos fichiers. En fait le linting c'est la mise en forme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait bien tant d'espace avec le début, vous voyez que vous avez bien fait un retour à la ligne ici, ce genre de choses. Ça c'est défini dans le fichier JSInt ici. Vous voyez, donc là comme vous pouvez le voir, on a un JSInt pour le client et un JSInt pour le serveur parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes choses, et notamment sur le client on définit des variables globales comme jQuery, Angular, $, parce qu'en fait lorsque vous utilisez JSInt, il considère comme une erreur d'utiliser des variables qui n'ont pas été déclarées avant. Vous voyez, donc ici vous pouvez déclarer les trucs que vous savez qu'elles vont être globales. En gros souvent ce sont des variables JavaScript, ou en l'occurrence vous avez aussi la librairie $ ou jQuery qui sont la même, underscore qui est une librairie aussi, ce genre de choses. Voilà. Par contre sur le serveur vous n'avez pas du tout ce genre de considération à prendre en compte. Donc du coup le JSInt n'est pas activé je crois par défaut, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire fichier, settings, et si vous allez dans project JSON, non, build exécution, non c'est pas, ça doit être language et frameworks, JavaScript, code quality tool, voilà, JSInt, et en fait là on dit use enable use config files default.jsIntRC. Voilà, donc là si on dit appliquer, ok, en fait il va utiliser le JSIntRC qui trouve le plus proche par rapport au fichier où on est. Donc par exemple le Gruntfile, il devrait nous dire, vous voyez il y a ce truc là ici, une erreur trouvée, j'espère que je dis pas de bêtises, c'est quoi l'erreur qu'il a trouvée? Ah, il y a une virgule qui n'est pas nécessaire, vous voyez. Ça, votre code va pas planter si jamais vous laissez ça. Mais par contre, voilà, c'est pas considéré comme très propre. Par contre, comme vous pouvez le voir, il dit JSInt config not found. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la racine ici, il n'y a pas de JSInt. Le JSInt est au niveau du serveur et au niveau du client. Ce qui se passe, c'est que WebStorm, si vous êtes en train de modifier un fichier là-dedans, il va remonter dans les dossiers jusqu'à arriver au dossier serveur, et là, il va trouver un JSIntRC. Donc pour lui, ça ira. Par contre, vu que là, on est à ce niveau-là, bah, il cherche à côté,
et il trouve pas. Il va pas aller chercher à l'intérieur d'un autre dossier. Il va juste chercher à côté et il trouve pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'il nous dit not found. Voilà, donc on s'en fout, on va le laisser là, c'est pas grave ça. Donc du coup, je vous ai montré les tâches grunt, je vais pas toutes vous les décrire dans le détail, mais en gros, c'est ce qui permet en fait de faire plein de choses super intéressantes. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Ensuite, vous avez le bower.json qui vous indique vos dépendances. Donc si vous faites bower install le nom d'une dépendance et que vous faites --save, ça c'est important de le faire. Pareil, quand vous faites npm install, il faut faire --save. Comme ça va rajouter une ligne ici. Et si vous faites juste bower install après la racine de votre projet, bah bower va réinstaller tous les trucs qui y a à l'intérieur d'ici. Voilà. URC, ça c'est un truc pour Yeoman, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Travis, après vous avez plein de trucs par rapport à Git, ce genre de choses. Et vous avez le point .bowerc ici qui définit dans quel dossier, donc dans client/bower components, ici se trouvent les librairies bower. Donc ça c'est intéressant parce qu'en gros votre grunt, ce qu'il va être capable de faire, c'est qu'il va utiliser une tâche en lien avec bower et il va être capable de vous remplir votre index. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder le serveur un peu plus tard, on va s'intéresser au client pour le moment. Donc le client, vous avez un dossier app qui contient vos différents modules, on va dire. Donc vous avez le module gestion du compte, le module gestion d'une zone administrateur et le module principal qui est votre page principale. Donc c'est ici que nous allons mettre notre code principal. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le projet. Alors je n'utilise pas au final ce truc là, c'est bien que ça y soit, mais je ne l'utilise pas, j'ai l'impression que c'est pas compatible avec les tâches qui sont faites en concurrence. Et en l'occurrence c'est fait en concurrence. Donc ce qu'il y a de bien, c'est quand vous cliquez sur terminal, ça vous ouvre un terminal comme celui-là. Donc celui-là on n'en a plus besoin maintenant. Sauf que ça vous l'ouvre directement au dossier. Parce que quand vous faites juste cmd, comme ça vous l'ouvre à la racine de votre dossier, ce qui est un peu nul. Alors que là ça vous l'ouvre à la racine de votre projet, donc c'est cool. Et vous faites grunt serve, c'est une des tâches grunt qui sont disponibles. Il exécute des choses. Et youpla. Boum. Alors, il y a un... Ah non, vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on lui a dit qu'on ne voulait pas utiliser Bootstrap. Et vu que c'est basé sur Bootstrap, bon. Voilà, donc ça c'est le main.html. On pourrait aller sur login, utiliser... Alors c'est admin... Alors il nous le dit là, il faudra qu'on enlève tout ça. Hein. Mais par défaut, le système s'est généré avec un compte admin@admin.com et admin. Et si on dit login, alors vous voyez, on retrouve le Connect with Google Plus qu'on lui avait demandé tout à l'heure. Le login n'a l'air de rien faire, mais on va voir. Si vous faites clic droit inspecter, ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe sur votre network. On va le re-rentrer, vous voyez, il est en bas de notre écran maintenant. Si je reclique sur login, je vois qu'il y a une requête qui a été envoyée en local. Par contre, j'ai l'impression que ça répond pas. C'est ballot, dites-moi. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Allez, on va rafraîchir la page. Hein? Ah zut. Non, je veux pas que tu te souviennes du mot de passe. Bon. Ouais, bon ça a marché. Le login s'est bien fait en fait. Bon, on dirait, je sais pas. J'ai l'impression que ça y a, c'est un peu la merde. Bon, parce qu'il n'y a pas Bootstrap, j'ai l'impression que ça fout un peu la merde. Donc on verra, c'est pas grave. Donc en gros, c'est histoire que vous ayez une idée. Donc le main.html, c'est la page principale qui est affichée. Et l'admin.html, ça vous affiche uniquement que ça, rien de très passionnant. Ensuite, vous avez les assets, c'est ici que vous allez mettre vos images en général. Donc là, on retrouve l'icône qu'il y a sur la page principale. On retrouve les composants, donc là en fait ce sont des services, des directives, donc tout ça c'est surtout des trucs AngularJS, votre barre de navigation par exemple, donc la barre de navigation c'est ce qu'il y a là-haut, bon là elle est pas jolie parce qu'on n'a pas mis Bootstrap, si on mettait Bootstrap ça serait beaucoup plus joli parce que vous avez des classes qui correspondent à ça, et voilà, donc une chose importante c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez dans une vidéo précédente, c'est que vous avez le principe de single page architecture à page unique. Donc en gros, vous avez votre index.html qui est ici,
Et à l'intérieur de cet index.html, vous chargez toutes vos librairies, tous vos composants, tous les trucs de votre application, et votre application s'affiche dynamiquement en fonction des actions de l'utilisateur. Alors par contre, vu qu'il ne peut pas résolver aucun des fichiers, je trouve ça assez bizarre. Je sais pas trop à quoi il joue. Donc une chose à remarquer, c'est que à ce niveau-là, vous avez, vous voyez, ces commentaires, ils sont hyper importants. C'est en fait Grunt qui a une tâche qui s'appelle WireDep, W-I-R-E-D-E-P, pour en gros connecter les dépendances. Je sais pas du tout où elle est. On va voir si on cherche WireDep. Ah, on va voir. Est-ce qu'elle est configurée? Voilà, elle est configurée là. Donc en gros, ça dit tu vas me chercher le index.html qui est dans le yeoman.client, c'est-à-dire c'est ça le yeoman.client. Ça va chercher dans l'index.html. Ça dit d'ignorer certaines choses, ça dit d'ignorer d'autres choses, ce genre de choses. Et dans l'index.html, en gros, ça va parser ce truc-là. Et ici, ça va dire en gros à WireDep, voilà, toutes les dépendances Bower, tu me génères un tag script avec src, le lien vers la dépendance Bower. C'est-à-dire que si je fais Bower install, on va le faire d'ailleurs, si je fais Bower install de Angular Material, ça devrait l'intégrer automatiquement. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va couper le truc. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs instances comme ceci. Et ça c'est génial, c'est-à-dire une où ça tourne et une où vous faites d'autres choses. Donc moi ce que je voulais, c'était utiliser Angular Material. Donc pm install, pm update, c'est... Alors non, c'est pas ça, c'est installing build, Bower. Bower install Angular Material. Donc ici, on va lui dire. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va lui dire -- save. Allez petit. Je l'ai mal écrit. Voilà. Bien entendu, Bower n'est pas uniquement utilisé pour faire des Bower install, il peut être aussi utilisé pour faire des Bower uninstall, pour enlever des trucs. Alors là, il devrait gueuler parce qu'on n'a pas la bonne version d'AngularJS. Ah non, il n'a pas gueulé, tout va bien pour lui. Très bien, donc si on va revoir le bower.json que vous avez ici, on retrouve maintenant à l'intérieur Angular-Material. Et si on va voir notre index, il n'y a rien qui a bougé pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on refasse un grunt serve. Et vous allez voir qu'il va y avoir un WireDep qui va passer. Je crois qu'il est passé. C'était très... Ouais, il est là, vous voyez. WireDep, target, auto-préfixeur, ce genre de choses. Et en fait, ici, boum, vous voyez, ça a été mis à jour automatiquement. Et vous avez votre AngularMaterial.js qui est ici. Et si je ne me trompe pas, vous avez le AngularMaterial.css qui est ici. Voilà. Donc normalement, ça ne doit pas influencer parce que le code en tant que tel n'intègre pas les règles d'Angular Material. Donc ça, c'est une des choses qu'on va devoir changer. Vous voyez, si vous faites CSS, voilà, ça vous donne des classes à utiliser, MD quelque chose, vous voyez. Et nous, le truc, c'est qu'on ne l'utilise pas pour le moment, quoi. Donc de toute façon, cette page-là, on va s'en débarrasser, on s'en moque. Du coup, je vais vous montrer vite fait, hein. Vous allez dans client, main.html. Tout ça, moi, je m'en fous. Du coup, je vais lui dire... Ah, attendez. Voilà, j'enlève. Et puis, on va enlever ça. Et on va dire juste... On va juste mettre ça pour le moment. Et vous voyez, quand j'ai sauvegardé, boum. Lui, il a détecté que ça a changé. Du coup, il recharge ce qu'il faut en fonction de ce qu'on a modifié. Là, en l'occurrence, il a rien besoin de recharger. Et boum. Ici, ça s'est rechargé automatiquement. Vous voyez? Donc ça, c'est génial pour le développement. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, par exemple, mettre une barre de navigation. Bon, on le fera peut-être pas tout de suite, mais si vous regardez dans démo, vous avez une... Attendez, c'est où? C'est pas toolbar, c'est side... Vous avez side nav. Sinon, il n'y a pas menu. Ah oui, non, ça c'est juste pour faire un menu qui s'ouvre comme ça. Où est-ce qu'il est ce truc? C'est quoi déjà les bottom sheet? Ah oui, c'est les trucs qui s'ouvrent d'en bas comme ça. Ça c'est cool.
Le side nav, en fait, c'est le truc qui s'ouvre comme ça, vous voyez. C'est sympa, celui-là est tout le temps ouvert, mais si on diminue la taille de notre écran, vous allez voir qu'il va se faire, il va se fermer, vous voyez. Toggle left, toggle right. Ça c'est plus pour les applications mobiles, parce qu'en fait les technos qu'on utilise sont capables de fonctionner et sur un site web et sur des applications mobiles. Et aussi génial. Du coup, attendez, si je suis... Alors, vous avez le theming, non ça, ouais, ça c'est autre chose. Les layouts. Ah oui, vous avez sinon les directives. Je crois que c'était peut-être là, non? Il n'y a pas un nav quelque chose? Non. Bon, pas grave. De toute façon, je comptais probablement pas faire un truc de navigation en haut, on le fera, on verra exactement comment on fait l'architecture de notre page plus tard. Et pas pour tout de suite, mais en tout cas c'était pour vous montrer, voilà, rapidement le fonctionnement de tout ça. Donc ça, c'est pour la partie cliente. Je pense pas que j'ai autre chose à vous montrer. Ah si, je vais quand même vous montrer très rapidement. Si on revient sur l'index.html, comme vous pouvez le voir sur le body, vous avez un ng-app et dans 99% des cas, quand vous avez un ng- quelque chose, il s'agit d'AngularJS. Donc en gros, vous dites à AngularJS, mon application, son scope, c'est-à-dire que mon application s'exécute dans le cadre de ce body. Vous voyez, body, ben, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça est dans le scope de votre application AngularJS. Si vous voulez pouvoir modifier le titre de la page ici, bah, vaut mieux vous mettre au niveau du doctype HTML pour mettre votre ng-app. Vous pouvez le mettre à n'importe quel niveau, vous pouvez le mettre uniquement dans un div à l'intérieur. Et on trouve ici un UI view, c'est le UI router dont je parlais plus tard, qui vient dire en gros, voilà, bah, notre vue, elle est là-dedans. Notre vue, en l'occurrence, si on regarde app.js, alors ici on retrouve le SCSS dont je parlais l'autre fois, on va pas les regarder. Vous avez votre app.js et c'est ici que votre module AngularJS est défini. Donc vous avez angular.module de JS Gaming App, qui, ça ce sont les dépendances que l'on utilise. On utilise socket.io, UI.router, ng-ressources, ng-cookies, ce genre de choses. Ici c'est une méthode de configuration. En gros ça dit au routeur, peu importe où ça aille, je veux que tu me le rediriges sur slash. Sauf si j'ai défini autre chose, c'est pour ça qu'il y a un otherwise. Et c'est pas ici que sont définies toutes les routes, en fait elles sont définies par module. Donc vous prenez le module main, vous typez main.js et on retrouve un config. Vous voyez, c'est sur le même module, config, et là par contre on vient de dire, je rajoute un état que j'appelle main, son URL c'est slash, son template c'est app main, main.html, et son contrôleur c'est main controller. Et on retrouve le main controller ici, dans main.controller.js, main controller ici. Ici est défini les fonctions qui sont disponibles, les variables qui sont disponibles dans le scope. Et du coup, ici, dans le main, on pourrait retrouver des appels à ces fonctions, ce genre de choses. Et on retrouve que tout en haut, il y a d'inclus la navbar qu'on retrouve dans les composants ici présentes. Donc si on voulait modifier notre navbar ou l'enlever, il suffirait de l'enlever là ou de la modifier ici pour la changer. Ça ne nous poserait aucun problème. Voilà. Si on revient ici, ensuite on utilise le HTML5 mode, donc ça c'est un truc un peu spécial qui permet, en fait, le truc c'est qu'avant pour pouvoir faire des single page applications, vous étiez obligé de faire /ds/ quelque chose, et là vous aviez votre contenu, votre route en fait si vous voulez, et avec le mode HTML5 vous pouvez directement faire votre contenu sans mettre le hashtag en fait, sans mettre le dièse. Donc ça c'est assez sympa, ça permet de faire en sorte que les gens qui naviguent sur votre site n'ont pas conscience qu'ils sont en fait une seule page qui s'est affichée, et ils ont l'impression qu'ils naviguent sur un truc beaucoup plus complexe, et si jamais ils font attention à ce qu'il y a là-haut. S'ils font pas attention à ce qu'il y a là-haut, pour eux ça change rien quoi. Et vous avez aussi un intercepteur qui est instancié. Vous avez pardon, excusez-moi, là, vous avez un intercepteur qui est configuré. En fait, c'est HTTP Provider, en gros c'est le service HTTP qui permet de faire des requêtes au serveur, qui fournit des intercepteurs. Et les intercepteurs c'est magique, c'est absolument génial. Si vous regardez votre intercepteur, il se trouve dans, voyons voir, hot, je pense, hot.service. Non, c'est pas celui-là. User.service. Où qu'il est mon intercepteur? Ah bah je suis con, il est juste en dessous. Donc le voilà, et en fait en gros vous dites à votre système, bon, pour toutes les requêtes, je veux que tu exécutes cette fonction. Que fait cette fonction? Elle récupère les headers configurés dans les headers qui sont envoyés en HTTP. Donc si je regarde ici par exemple,
Vous voyez, je retrouve dans Network les requêtes qui sont faites. Je vais cliquer sur Login par exemple. Je vais dire Login. Et bon, ça aurait dû planter normalement. Page to load ressources. Et ça c'est normal. J'ai un peu du mal à lire le truc comme ça. Où est-ce qu'il est passé ce con? Attendez, si on tape un login. Bon, il y a un truc qui marche pas, c'est bizarre. Bon, enfin que je regarde peut-être entre deux vidéos ce qui se passe. Mais en gros, si on tape, on va voir. Ouais, mais non, ça va pas marcher. Bon, je vais vous montrer sur n'importe quoi, n'importe quel truc qui aura été chargé. Vous avez ici les headers. En fait, qu'est-ce que c'est le protocole HTTP. Vous envoyez une requête, vous voyez, au serveur. Donc il y a cette enveloppe qui est envoyée. À l'intérieur, vous voyez, vous avez une section générale, l'URL de la personne qui fait la demande, le type de méthode, ce qu'on appelle une méthode GET. Vous avez des méthodes POST, des méthodes PUT, des méthodes DELETE. Ça, on le verra en détail quand on regardera les services côté serveur. Vous avez le statut de cette requête. Donc là, il y a déjà eu la réponse en fait. Alors ça c'est plus des infos générales, et ici vous avez la requête, ici vous avez la réponse. En fait le système de Chrome vous montre pas une requête puis une réponse, c'est les deux intégrés dans le même. Donc si vous regardez dans la request, on lui a dit je m'attends à ce que tu m'envoies du texte ou du HTML, ici en l'occurrence, et si on avait appelé un service, ça aurait certainement été application/JSON, l'encodage que j'accepte, la langue que j'accepte, pas de cache, je veux que la connexion, bon ça c'est des trucs un petit peu plus poussés, et voilà mon user agent, c'est-à-dire que moi je suis tel type de navigateur web. Vous voyez, alors c'est marrant, ça met Mozilla alors qu'en fait on est Chrome. Hein. Vous voyez, Chrome est là. Et la réponse, c'est-à-dire que le serveur nous a répondu. Sa réponse c'était le contenu qu'on lui a demandé. Ici d'ailleurs on peut avoir un preview qui nous affiche d'ailleurs ce qu'on a là, parce que le CSS ici n'est pas appliqué tout simplement, et là non plus, vu qu'on n'en a pas pour l'instant. Et la réponse c'est voilà, bon ben ok, type de content, c'est bien du texte HTML comme tu me l'as demandé, la date à laquelle je te l'ai envoyé, le type de caractère, ce genre de choses. Voilà, et en fait ce qui va se passer ici, c'est qu'on va dire à toute ma requête là, bon tu récupères déjà les headers déjà configurés, donc en gros ça renverrait ces données qui sont là. Et si jamais j'ai stocké dans mes cookies un token d'authentification, je veux que tu rajoutes un header autorisation qui est de type bearer espace le token. Et en fait, sur le serveur, on a configuré une librairie qui s'appelle Passport pour aller récupérer ce header d'autorisation pour vérifier si le mec est logué ou pas sur le serveur et du coup pour l'autoriser à faire certaines choses ou pas. Donc pareil, ces choses-là, nous le verrons côté serveur. Et du coup, par contre, on vient de dire aussi toutes les réponses du serveur qui sont considérées comme des erreurs parce qu'il faut regarder les codes de retour. Vous avez ici un 200 OK, tout ce qui commence par 2, c'est qu'en règle générale c'est OK, c'est vert, ça s'est bien passé. Tout ce qui est en 3, c'est des warnings en général, et tout ce qui est en 4, ce sont des erreurs. Vous connaissez la fameuse erreur 404 not found, ben vous avez aussi 401 unauthorized, ce genre de choses. Et les technologies qu'on va utiliser vont exploiter un maximum ces codes d'erreur. Donc ici on a un 200 OK, mais si on avait un 401 unauthorized, ben en gros on dit à notre intercepteur, toutes les erreurs 400 quelque chose, tu passes là-dedans. Si c'est une 401, alors ça veut dire qu'il n'est pas autorisé à accéder au truc qu'il a essayé d'accéder. Alors il faut le renvoyer sur la page de login. Vous voyez? Et supprimer des cookies le token qui était jusqu'à présent, parce que ce token était peut-être juste plus valide, tout simplement. Et sinon bah, de continuer à rejeter. Donc on pourrait créer nos propres intercepteurs qui viendraient dire à chaque réponse du serveur faire telle action, à chaque requête du serveur faire telle action. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple qui est génial et qu'on va certainement utiliser, c'est Angular Loading Bar. Alexis, je suis occupé. Il faut que je fasse la mise à jour Windows 10. Il a raison. Si vous allez voir ici, vous voyez ce truc là-haut qui s'ouvre, ben en fait à installer, il n'y a rien de plus simple. Vous faites beau installer Angular Loading Bar et vous mettez dans vos dépendances AngularJS, Angular Loading Bar et c'est tout. Vous n'avez plus rien à faire. Bon. Vous avez, oui, donc comme je disais, voilà, vous avez plus rien à faire. Pourquoi? Parce que Angular Loading Bar, comment il fonctionne? On va aller jeter un coup d'œil à son code source. C'est ça qui est assez sympa avec ces trucs-là. C'est que si on va regarder le loadingbar.js, il insiste en plus, hein. Ouais.
Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il configure des intercepteurs. Vous voyez? Donc il va faire, bon là, il fait des fonctions de pratique, on va dire. Vous voyez, il dit hop, bon bah en gros, ce qu'il fait, c'est que sur chaque requête, tu m'incrémentes le nombre de requêtes en cours et tu m'affiches mon truc en haut là. Et à chaque response, bah du coup, tu me décrémentes et quand on arrive à 0, en gros, tu le mets à complet. Vous voyez, set complete si on est supérieur ou égal au total, machin bidule. Si jamais il y a une erreur, boum, il fait ces trucs aussi. Et vous avez rien à faire. Vous pouvez le configurer. Il y a un provider pour pouvoir configurer, changer la couleur, je sais pas, ce genre de choses. Ou alors pour faire un truc, on va dire... pour faire des trucs un peu variés, sympathiques, quoi. Et en gros, voilà, vous voyez, poum, intercepteur, ça envoie. Alors là, on peut, voilà, vous voyez, vous avez un provider qui vous permet de le faire à la main. C'est-à-dire, on peut très bien dire top, complete, vous voyez, top, complete, hop, et il se finit. Vous voyez? Donc les HTTP intercepteurs, ça sert à ça. Nous, en l'occurrence ici, ça sert à gérer si le mec est bien logué ou pas. Et il y a aussi un truc qui est exécuté et qui vient de dire, à chaque fois que tu changes d'état, donc ça c'est UI router, hein, c'est un événement quand vous avez un rootscope.$on, ça vient de dire à l'application d'un point de vue général, le root scope, c'est le scope global de votre application, ça vient lui dire, à chaque changement d'état, tu m'exécutes cette fonction. Et ça utilise le service authentification qui est défini ici, qui contient plein de fonctions, ce genre de choses. Il va falloir que j'aille me moucher après cet épisode parce que je sens que j'ai le nez qui commence à prendre. Où est-ce qu'on était déjà? Merde, oui, on était là. Et on dit, ben... si il est logged in async, alors ça faudra aller voir ce que fait le hot service pour le logged in async. Je suis assez curieux d'ailleurs, allons voir. Voilà. Ah d'accord, c'est ça, c'est s'il a un promise. Bon, là, ça je vais pas rentrer dans le détail, j'y reviendrai plus tard. Et en gros, ça vient de dire, bon bah si finalement il est pas logué, alors si à chaque changement de route, en gros, s'il est pas logué, eh ben tu me le renvoies sur login. Donc voilà, ça vous fait un peu le tour d'AngularJS, ça vous montre la définition d'un service ou d'un intercepteur, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est un intercepteur. Vous avez des services, comme je disais ici, c'est aussi un factory qui est utilisé pour avoir un service user, qui permet en gros de se brancher aux REST services qui sont sur le serveur, qui s'appelle user, et de le faire de façon automatique, donc ça c'est très sympa. Il y a un truc de Mongoose, on s'en fout un peu. La système de socket, service socket, bon ça on regardera peut-être en détail quand on en aura besoin, pareil. Et après, bah, si vous regardez par exemple dans Account, vous avez la page de login qui est ici, le contrôleur qui est associé à cette page de login et qui vient de dire, vous voyez, quand on clique sur le bouton qui est ici, ngClick, login au hot de Google, donc là il faudrait regarder login au hot du provider Google. Et du coup, bah, ça fait hot/Google et ça fait après ce qu'il faut que ça fasse, quoi. Faudra regarder au pire. Mais bon, on testera. Voilà. Donc ça fait le tour un petit peu de la partie applicative. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Et prochain épisode, on va faire un peu le tour du serveur. Et prochain épisode, j'espère qu'on va pouvoir commencer à programmer. Voilà. Donc merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur JS Gaming pour un nouvel épisode. Bye bye.